Au sommaire de ce journal, l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, donne un autre mandat à son président sortant. Koné Mamadou a été réélu à l'issue d'une assemblée générale ordinaire. Nous parlerons également d'innovation. La première édition d'Innovation Days, organisée par Schneider Electric, a permis de célébrer l'innovation sous toute cette forme. C'était à Abidjan. Et puis, à Abidjan, le district autonome continue son opération de déguerpissement des quartiers dits informels. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité sur la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, a un nouveau président. Koné Mamadou, dont le premier mandat jugé positif a été reconduit pour un second et dernier mandat de 3 ans. C'était lors d'une assemblée générale ordinaire tenue au siège de l'association en présence d'Issa Badini et de Doumbia Yuba. Et des deux pour Koné Mamadou. Après 3 ans de bons et loyaux services, le président sortant de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, est de nouveau à la barre. C'est le soir de ces mandants qui lui renouvellent ici, par acclamation, leur confiance. Remerciement pour l'industrie, pour cette confiance renouvelée. Et comme vous le savez, au cours de l'exercice, sinon au cours de la mandature précédente, nous avons eu à initier beaucoup de chantiers. Nous avons terminé beaucoup de ces chantiers. Il est question de terminer les chantiers qui n'ont pas pu être terminés, mais aussi de lancer de nouveaux chantiers. Lesquels nouveaux chantiers vont être vraiment axés sur la croissance, l'exploitation des nouveaux relais de croissance et faire en sorte que notre industrie, en termes de pénétration, le taux de pénétration, puisse continuer à donner de bons résultats. Un nouveau mandat, mais aussi de nouveaux défis, à en croire la direction générale des assurances. Le groupe de travail sur l'assurance des VTC, il y a l'impact de la rivalisation du SMIC, l'agrément de coûtiers de réassurance et même des experts techniques, tout ça. Ce nouveau mandat, il y a plusieurs défis. Le premier mandat, il y avait l'automobile sur lequel on a avancé, sur les recours, les sinistres automobiles. Le deuxième mandat, on attend beaucoup du côté de la santé. À cette Assemblée générale ordinaire, il a été aussi question des bilans de l'exercice 2023. Et au tableau, l'on note plus de 600 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, soit une croissance de 12% par rapport à l'exercice précédent. Les initiatives et les chantiers structurels que vous avez abattus ici ne sont plus à cacher. La digitalisation des attestations d'assurance automobile, la création de l'ASACI Technologie pour prendre en charge des chantiers technologiques devant améliorer l'écosystème de l'assurance. Deuxième et dernier mandat, Koné Mamadou a 3 ans pour vider son tableau de bord. Dans l'immédiat, lui et son organisation ont la lourde tâche d'abriter et d'organiser en juin prochain les 40 ans d'anniversaire de la SICARE qui a choisi Abidjan pour marquer le coup. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a procédé au lancement des concours administratifs ce mercredi à Abidjan Plateau, toujours dans le but de renforcer les effectifs dans les différentes administrations publiques du pays. Ce sont environ 369 concours qui sont ouverts au titre de l'année 2024, nous témoignent Zénab Dosso et Valentin Kra. Point n'est besoin naturellement de rappeler que nous mettrons un point d'honneur quant à la bonne organisation des concours. Les concours de la fonction publique au titre de l'année 2024 sont lancés, et ce pour des opportunités d'emploi dans divers secteurs de l'administration publique ivoirienne. Sur la liste, 369 concours. L'information a été donnée par Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. La ministre s'est aussi prononcée sur les concours d'entrée à l'École nationale d'administration avec de nouvelles conditions. Des actions qui s'inscrivent dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de recrutement et de promotion des ressources humaines dans l'administration publique. Je voudrais donc confirmer effectivement que plusieurs concours
ne seront pas malheureusement ouverts cette année en raison de ce que les concours sont organisés et ouverts en fonction des besoins exprimés par les administrations. Mesdames et messieurs, pour la session 2024, des concours administratifs de la fonction publique, ce sont 369 concours qui seront ouverts. Il s'agit des concours de recrutement nouveaux et naturellement des concours de promotion. Pour ce qui concerne les concours de recrutement nouveaux, il s'agit de 146 concours qui seront ouverts, dont 11 concours directs, 90 concours de recrutement, 7 concours de recrutement exceptionnels spécifiques, 10 concours de recrutement exceptionnels spécifiques, 10 concours de recrutement exceptionnels spécifiques. Donc les 10 concours précédemment annoncés sont ouverts uniquement à ceux qui vivent sur le territoire national et 10 autres concours de recrutement exceptionnels spécifiques ouverts à la diaspora. Enfin, 18 concours de recrutement des personnels de santé. En ce qui concerne l'ENA, les 6 concours classiques seront ouverts, à savoir les 3 concours directs et les 3 concours professionnels d'accès aux différents cycles de formation. Aussi, faut-il noter que l'âge limite pour chaque cycle a été revu à la hausse afin de permettre à un plus grand nombre de candidats de postuler. Ainsi, l'âge maximum est désormais fixé à 35 ans pour le cycle moyen, à 40 ans pour le cycle moyen supérieur et à 43 ans pour le cycle supérieur. Abidjan a accueilli ce mardi la première édition de l'Innovation Day. Un des objectifs de l'Innovation Day est de favoriser et contribuer à développer une culture de l'innovation au sein du groupe. Cette journée était organisée par Schneider Electric qui permet de célébrer l'innovation sous toute cette forme. Cette première édition avait pour thème dynamiser l'Afrique subsaharienne avec la digitalisation comme catalyseur d'efficacité et de développement durable. Plus de détails avec le compte rendu que signent Pierre Tebeu et Tima Traoré. L'Afrique subsaharienne est confrontée à de nombreux défis sécuritaires, environnementaux, énergétiques, pour ne citer que cela. Mais elle regorge également d'énormes opportunités, notamment en termes d'innovation digitale. Nous sommes à une ère majeure de la transition du numérique et il importe de transformer cela en une réelle opportunité pour l'Afrique. À la première édition de Innovation Day Côte d'Ivoire 2024, organisée par le groupe Schneider Electric ce mardi 23 avril à Abidjan, les spécialistes et les experts du domaine électrique, dans leur keynote d'ouverture, ont relevé l'objectif majeur pour le secteur de travailler avec les énergies renouvelables. Côte d'Ivoire, en termes d'émergence et de projets neufs, nous avons parlé des grands projets structurants comme le métro, nous avons l'extension de l'aéroport, nous avons même toujours les projets d'extension du réseau et des projets hospitaliers. Donc tous ces projets, il faut que dès maintenant, dès la phase encore de prescription, qu'ils puissent intégrer toutes ces dimensions de digitalisation, toutes ces dimensions d'électricité 4.0 pour qu'ensemble, nous puissions garantir que nous aurons des installations qui sont aptes à vivre la transition numérique. Les défis que nous avons sont ceux de l'ensemble des géographies où Schneider opère. Nous avons un défi de transition à la fois démographique, plus de personnes jeunes, plus de personnes urbaines. Et ces personnes ont besoin d'avoir un accès à l'énergie. Cet accès à l'énergie a un impact aujourd'hui sur la transition écologique. Donc le rôle et la mission que nous nous donnons, c'est finalement de faire le lien entre le progrès auquel tous les citoyens aspirent, mais également la soutenabilité. En marge de cette première édition, Schneider Electric a signé un contrat avec le groupe INCO pour la formation d'1 million de jeunes dans le domaine de l'énergie renouvelable avec l'apport des innovations digitales d'ici à 2025 dans le monde.
Et parlons toujours d'innovation, et cette fois d'innovation numérique, en plus d'être un espace de discussion sur les opportunités de l'industrie 4.0 pour l'Afrique. L'African Digital Week 2024 est aussi une lucarne de promotion des savoir-faire nationaux et africains en matière de numérique. La preuve, le mercredi 24 avril, deuxième jour de ce grand rendez-vous du numérique, un espace d'expression des talents a été dédié aux jeunes Ivoiriens pour promouvoir leur créativité en matière de numérique. Une compétition qui a permis de récompenser 3 meilleurs projets sur 6 présentés. Konena Norgo et Maru Seri pour le point. La technologie numérique ou l'industrie 4.0 pourrait-elle contribuer à résoudre la problématique de la traçabilité des matières premières agricoles en Côte d'Ivoire? Certainement, et c'est cette possibilité que ces jeunes talents ivoiriens ont démontré à l'Africa Digital Week à travers ce concours hackathon. En compétition, 6 équipes composées de jeunes étudiants ivoiriens avec pour consigne de proposer des solutions digitales sur la traçabilité des matières premières agricoles. Les compétiteurs ont été notés sur la technologie utilisée, la conception et la réalisation, l'apprentissage et la prestance. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays agricole dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, le cacao et d'autres matières premières comme l'anacade, etc. Et il se pose quelquefois donc des problèmes de traçabilité afin de garantir la qualité des produits vendus, afin de s'assurer que ces produits ont été donc produits dans des conditions éthiques qui respectent donc un certain nombre de règles comme le travail des enfants et bien d'autres dispositions. Parmi les solutions proposées, la technologie de la blockchain, l'Internet des objets, comme les applications digitales, 10 minutes d'exposition pour chacune des équipes et la proclamation des résultats a vu les 3 meilleurs projets retenus pour être récompensés. Donc notre solution c'est AgriTrack. Elle consiste à utiliser des codes QR pour tracer comme on appelle ça, les produits agricoles depuis la terre du producteur jusqu'à nos assiettes consommateurs ou dans les usines. Cette technologie-là va permettre entre autres de limiter les retards dans la livraison, de préserver, de vérifier la qualité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement et surtout de l'optimiser. La solution que nous avons proposée aujourd'hui se nomme Citraci. Elle est partie des défis que nous avons relevés, notamment on va dire la déforestation, l'implication des enfants dans les champs et aussi l'utilisation abusive des engrais chimiques. En plus des avantages en nature pour les équipes retenues, la première équipe empochera 500 000 francs CFA, la deuxième aura 300 000 francs CFA et la troisième 200 000 francs CFA. Une manière pour la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et ses partenaires de promouvoir le savoir-faire national en matière de technologie numérique. E-Impact, le studio d'investissement et de création d'entreprises dans les chaînes de valeur agricoles, est désormais présente en Côte d'Ivoire. Premier marché en Afrique après un lancement en Amérique latine en 2023. Cet engagement en Côte d'Ivoire se matérialise par un partenariat qui vient d'être signé entre le studio d'investissement et 2 institutions d'enseignement, l'Université internationale de Grand Bassam et l'INPHB de Yamoussoukro. L'objectif est de développer un esprit d'entreprise chez les étudiants élites de demain. Zénab Dosso et Doumbia Yuba. Ils n'ont pas la prétention de changer le monde, mais ils veulent créer des opportunités pour construire des élites de demain. Les responsables du studio d'investissement et de création d'entreprises dans les chaînes de valeurs agricoles Impact et leurs partenaires, 2 responsables d'institutions d'enseignement supérieur, l'Université internationale de Grand Bassam et l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Ils viennent de signer un partenariat pour développer un entrepreneuriat collaboratif qui répond aux besoins des entreprises, acteurs des chaînes de valeurs agricoles. C'est le résultat d'un rêve caressé depuis des années. Today is the launch of Impact in Africa. Aujourd'hui marque la naissance de Impact en Côte d'Ivoire après un lancement à succès au Guatemala.
Nous sommes très heureux et honorés d'avoir signé ce partenariat aujourd'hui avec les universités internationales de Grand Bassam et INPHB qui va pouvoir nous permettre de travailler en collaboration étroite avec ces institutions de renom afin de permettre aux étudiants porteurs d'un projet entrepreneurial répondant aux problèmes des chaînes de valeur de l'agriculture, de pouvoir être épaulés, accompagnés et financés dans leur quête. C'est désormais chose faite. Les deux grandes institutions comptent tirer profit du nouveau studio d'investissement en Côte d'Ivoire pour le perfectionnement des talents. Former la jeunesse dans ce domaine avec l'association à la fois des technologies appliquées au domaine agricole est la voie finalement à suivre en fait, et c'est ce vers quoi nous sommes résolument engagés, et l'appel des fonds, la mobilisation des investisseurs, des capitaux pour nous permettre justement d'aller en profondeur dans le domaine est la bienvenue, et c'est ce que nous apporte cette collaboration avec Impact. Impact est un studio de création d'entreprises qui dessert des chaînes de valeur critiques dans les marchés émergents en s'attaquant aux problèmes chroniques affectant ces marchés et la planète. Au chapitre Bonne gouvernance, la politique de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, une proposition de loi portant prévention et lutte contre les formes de corruption actives, passives et protégées. C'est l'intitulé de l'œuvre de Yokro-Gué Cyril, un ouvrage présenté à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dont l'intérêt est d'encourager les initiatives allant dans le sens du thème de l'ouvrage. Walter Kofi et Doumbia Yuba. Prêter serment sur des biens matériels ou la liberté à la place d'une Bible, ou encore accepter un pot de vin à condition de ne commettre aucun acte illégal au profit de son donateur. Ce sont là quelques pistes de solutions proposées par Yokro-Gué Cyril dans son ouvrage présenté à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. L'auteur, dans ses œuvres, définit la corruption à plusieurs niveaux. Il apporte ses critiques au système anticorruption actuel, une manière pour lui d'éveiller les consciences et de renforcer le dispositif de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Déjà, j'ai dit que l'instrument avec lequel on lutte contre la corruption, c'est la Constitution. Donc la première action à poser quand on veut lutter sincèrement contre la corruption, c'est de changer l'organisation et le fonctionnement de l'État de manière à permettre aux institutions, au système judiciaire de jouer pleinement leur rôle. Mon objectif à travers cette initiative, c'est de faire de la corruption un sujet majeur. Vous dites que la corruption est un sujet majeur. Plutôt que d'avoir peur de l'approcher, nous devons plutôt prendre le courage de l'aborder. La présentation du livre a été marquée par des moments d'échange entre l'auteur et les administrateurs de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Ces derniers ont encouragé cette initiative avant d'apporter leur contribution pour l'amélioration de l'œuvre afin de soutenir les initiatives de la société civile dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Il y a 10 ans de cela, on ne parlait pas de la corruption en Côte d'Ivoire, c'était un sujet tabou. Donc ce livre, effectivement, vient apporter un plus à la communication et à la sensibilisation sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Effectivement, cette proposition de loi est d'un intérêt pour la HAB, raison pour laquelle nous avons accueilli ici ce matin la dédicace de ce livre. La HABG prendra ses responsabilités et on étudiera de près les réformes de textes qui sont proposés dans ce livre. La séance est terminée par une dédicace du livre. Il faut noter que Yokro-Gué Cyril est sociologue de formation. Il est diplômé de l'université Gon Coulibaly de Korogo et de l'École nationale d'administration. Le processus d'identification et signalement des chevaux démarre en Côte d'Ivoire. Il faut donc former les acteurs. C'est tout l'intérêt de l'atelier de formation des vétérinaires praticiens privés exerçant dans le district d'Abidjan et qui s'inscrit dans le cadre du projet Pro Bien-être, une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques et de l'ONG BOC. Le point avec Zénab Dosso et Tima Traoré. Pour le bien-être des animaux en Côte d'Ivoire, notamment les chevaux, le MIRA, ministère des Ressources animales et halieutiques, est prêt à tout. D'ailleurs, la loi numéro 2020
10-995 du 30 décembre 2020 portant Code de la santé publique vétérinaire l'y oblige. Un processus qui s'inscrit dans le cadre du projet Pro Bien-être qui vise entre autres à identifier les animaux de compagnie et les équidés. La phase pilote de cette opération d'identification concerne le district d'Abidjan, d'où l'intérêt de cet atelier de formation des vétérinaires praticiens privés. Il y aura, disons, la phase théorique où il y aura l'identification des équidés, c'est-à-dire des chevaux, des ânes et des mulets. Ensuite, il y aura l'abordage qui sera fait et ils auront une formation aussi, un module sur, disons, le carnet, le livret sanitaire de ces équidés-là. Pour nous, c'est de sortir de là avec une amélioration de nos connaissances, un approfondissement également de nos connaissances pour pouvoir mieux aborder cette thématique. Protection contre le vol, contrôle de la reproduction, traçabilité et sécurité sanitaire, gestion des épidémies, commerce et déplacement. 5 bonnes raisons de faire l'identification et le signalement des chevaux afin de garantir leur santé, selon le responsable de l'ONG Brook qui accompagne le projet. Il s'agit principalement d'un livret signalétique et sanitaire dans lequel sont inscrits tous les actes qui sont posés sur les animaux, mais également toute la généalogie et la référence de ces animaux. Mais il y a également les puces électroniques qui sont utilisées pour, justement en cas de vol ou en cas de réclamation, pouvoir reconnaître la légitimité au propriétaire de l'animal. Toutes ces méthodes et bien plus encore sont compris dans un livret sanitaire et signalétique dont les vétérinaires praticiens privés devraient s'approprier au bout des 3 jours de formation et capitaliser leurs connaissances pour mener à bien leur mission. Économie sportive, impact de la CAN 2023, quel bilan? C'est le thème de la 3e édition du Salon africain du football. Le lancement s'est tenu le mardi 23 avril au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. L'objectif vise à encourager la collaboration et l'excellence dans tous les aspects du jeu. Cet événement promet à ses participants l'occasion de découvrir des expositions interactives qui mettront en valeur l'histoire riche du football africain. Diane Cablancan et Ézéchiel Sierry. Le stade Félix Houphouët-Boigny a été le théâtre du coup d'envoi de la 3e édition inaugurale du Salon africain du football, mettant en lumière l'économie sportive et le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Des discours inspirants ont souligné l'unité grâce au football, tandis que des débats animés ont exploré les opportunités économiques et les défis post-CAN. Les dates retenues sont les 28 et 29 juin. À ces dates clés, des experts évalueront l'impact de la CAN et discuteront de son avenir avec plusieurs innovations. C'est quoi le Salon africain du football? Alors, le Salon africain du football est une plateforme d'échange au niveau continental entre tous les acteurs de l'écosystème du football africain pour justement permettre de discuter des problèmes du football africain, pister des solutions et puis impulser un développement par le biais de l'économie du sport. Donc c'est un salon foot business qui voit se réunir tous les acteurs, comme je l'ai dit, ministres des Sports, présidents de fédération, joueurs, entraîneurs, équipementiers, agents de joueurs, bref, tout l'écosystème. L'objectif est de souligner l'importance du football en tant que force unificatrice sur le continent. Des personnalités du monde du sport, de la culture et de la politique ont non seulement marqué leur présence, mais également encouragé la collaboration et l'excellence dans tous les aspects du jeu. Le salon, qui est un salon crédible qui nous a sollicité depuis la première édition, nous étions là, la deuxième et nous sommes à la 3e. Donc intention peut apporter cette caution institutionnelle au salon parce que le salon met en relation tous les membres de l'écosystème. Tout à l'heure, vous avez vu lors des diapos qu'il a présentés, nous sommes partie intégrante aussi je dirais, de ce salon-là. J'ai eu la chance de profiter de ce même football-là. J'ai commencé ici à la SEC, j'étais formé à Solbeni, à l'Académie Jean-Maguillou, et de là je suis allé en Europe. Donc je vois un peu les progressions que le football africain a besoin d'atteindre. Donc ce salon-là est très bienvenu. Les participants auront l'occasion de découvrir des expositions interactives qui viendront mettre en valeur l'histoire riche du football africain.
Et comme annoncé, la vaste opération de déguerpissement se poursuit dans le Grand Abidjan. Le quartier Colombie à Cocody a récemment reçu la visite des engins de démolition suite à l'opération de déguerpissement dans le cadre des efforts d'assainissement de la capitale économique. Après le passage des machines, ce sont des débris et des gravats constatés, provoquant une grande consternation chez les habitants. Le témoignage de Michel Brault et c'était ici. Ce n'est pas de manière de casser qui me fait mal, mais au moins quand même prévenez-nous que vous allez nous casser. Vous pouvez pas nous donner 2 ou 3 jours de ramasser nos affaires pour aller chercher une d'auto à dormir. Ça c'est impossible. On sait que nous sommes des pauvres, mais c'est nous qui arrangeons Abidjan aussi. Si Abidjan est propre aujourd'hui, c'est nous les ouvriers. On ne sait pas, nous-mêmes on s'est posé la question, Carrefour Zo c'est où? On ne sait pas c'est où au juste. Nous on pensait que c'était à la gare de Ororo, derrière Zo, on a dit Carrefour Zo. À notre grande surprise, ils sont venus mettre tout le monde au dehors. Là, nous on fait comment? S'il y a président, s'il y a le riche, c'est qu'il y a les pauvres. S'il n'y a pas pauvres là, comment nous allons faire les ménages chez eux? Comment aller préparer pour eux? Comment nos maris vont être les gardiens? Comment nos enfants vont rouler les enfants pour aller à l'école? Parce qu'il y a pauvres. À cause de ça, Dieu a créé nos doigts là, tout c'est pas juste. S'il y a les riches, il y a les hauts, il y a les bas. Ils n'ont qu'à penser un peu à nous. On ne peut pas se lever comme ça pour casser, pour mettre tout le monde dans la rue. C'est pas normal. On ne peut pas tenir la tête contre l'État. Bon, les frères, je vous appelle au calme. Calmez-vous. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, l'Éternel va faire son mieux. En image, au Nigeria, le gouverneur de l'État d'Oyo a lancé une unité de production d'aliments pour poissons et volailles à Ibadan. D'un coût total de 25 millions d'euros, elle est basée sur un site de 17 hectares. Cette usine est dotée d'une capacité de production annuelle de 125 000 tonnes d'aliments destinés à la satisfaction des besoins du marché local et à l'exportation. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.